Les banlieues restent-elles une priorité pour l'exécutif? Pourquoi le plan Borloo n'a-t-il pas été retenu? J'en débat avec mes invités sur ce plateau. Philippe Rio, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire PCF de Grigny. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous étiez d'ailleurs ce matin parmi les acteurs de terrain qui ont entendu le président de la République. Également avec nous Fabienne Keller. Bonjour. Bonjour, sénatrice LR du Bas-Rhin, vice-présidente du Conseil national des villes. Vous étiez vous aussi présente. Tout à fait. Également à mes côtés sur ce plateau, Driss Etazaoui. Bonjour. Bonjour. Vice-président MoDem de l'agglomération Évreux-Porte de Normandie, vice-président de l'Association des maires villes et banlieues de France, et vous êtes membre du Conseil présidentiel des villes. Merci beaucoup d'être avec nous. Enfin, sur ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Julien Bargeton. Bonjour. Bonjour. Sénateur La République En Marche de Paris. Alors Philippe Rio, vous étiez donc ce matin, comme trois d'entre vous, à la réunion de l'Élysée. Vous faites aussi partie de très nombreux élus de terrain qui ont alimenté le plan Borloo. Dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes après cette réunion? Qu'est-ce que vous retenez du discours du président de la République? Et est-ce que pour vous, ce discours a enterré, un enterrement de première classe, mais a enterré le plan Borloo? Écoutez, comme certains en tout cas, pas beaucoup, je ne sais pas, mais certains, la déception et sentiment d'insuffisance ou d'histoire qui termine mal. 2h30 de discours d'une méthode qui dit ne pas être un plan, mais qui est un plan. Ne jouons pas sur les mots. A été détaillé. Il a dit un plan de bataille d'ailleurs. Oui, un plan de bataille, c'est ce que nous disons aussi depuis 6 mois, depuis l'été meurtrier, où nous nous mobilisons avec une méthode nouvelle, spécifique. Je regrette qu'il n'ait pas nommé celles et ceux qui ont été à l'initiative de cela. Bon, c'est pas grave, on s'en prend une petite au passage, tant pis. Je vois qu'il y a 2 choses absentes. Jean-Louis Borloo disait les cases sont cochées. Je pense que pour certaines, elles ont été vidées de leur substance. Le président de la République a donné rendez-vous au mois de juillet, au mois de septembre, donc on va continuer à se mobiliser. Et puis il y a 2 grands absents. 2 cases qui n'ont absolument pas été cochées, celui du monde associatif et des moyens au milieu associatif. Je rappelle que notre mouvement est né parce que les contrats aidés ont été supprimés du jour au lendemain et que des associations sont mortes du jour au lendemain. Il n'y a pas eu de réponse à cela. Les propositions du rapport Borloo faisaient état d'emplois francs associatifs ou de contrats aidants, de contrats d'utilité sociale où il y a un accord unanime. Et puis l'autre, c'est la question des moyens financiers pour les collectivités locales. Je suis désolé, mais on a 10 années d'austérité et ramener la République dans les quartiers, c'est aussi des services publics locaux. Et ça va être difficile pour énormément de villes. Or, aujourd'hui, je n'ai absolument rien entendu de la part du président de la République. Fabienne Keller, vous qui êtes une proche de Jean-Louis Borloo, est-ce que vous estimez aussi que ce plan Borloo a été enterré à travers cette réunion tout à l'heure? Et puis on a entendu, je voudrais vous faire réagir tout de même à ce qu'on a entendu dans le reportage, ces propos d'Emmanuel Macron qui déplore les remises de rapports entre, je cite, 2 mâles blancs qui n'ont jamais mis les pieds en banlieue. Bon, ça ressemble tout de même à un tacle à ce rapport qui a donc été remis. Alors je serais moins sévère. Je crois que la matière qu'a rassemblée Jean-Louis Borloo après la mobilisation évoquée à l'instant par Philippe Rio, maire de Grigny, les nombreux échanges qu'a eu le président de la République lui-même, on peut lui accorder qu'à travers son discours, il a montré qu'il avait pris le temps au cours des derniers mois de comprendre les défis. Mais c'est vrai qu'ils sont vastes, ils sont immenses et ils concernent tous les thèmes républicains. Et il les a bien listés d'ailleurs, c'est pour ça que le discours a été long. On a eu presque l'impression d'une improvisation au fil de l'eau. C'est un peu le sentiment que l'on a eu avec ce discours d'1h30 où il avait dit qu'il ferait court et où finalement il a fait très long et s'est étendu. Peut-être qu'il a pris conscience qu'il fallait qu'il traite tous les sujets. Et en fait, la question des quartiers, c'est ce que nous appelons le droit commun, c'est-à-dire que toutes les politiques publiques soient mises en œuvre, mais plutôt en situation de rattrapage. Puisque les services publics sont moins présents, qu'il faut un peu plus accompagner ces populations, qu'elles sont un peu plus éloignées de l'emploi que la moyenne des Français. Donc moi, je serais plutôt optimiste, une prise de conscience de la part du président. Il a accepté des rendez-vous assez proches, des points d'étape. Par contre, un fond d'inquiétude qui reste sur les moyens, parce que on sait bien que par exemple la rénovation urbaine, il y a de gros engagements. On parle d'un plan de 48 milliards avec Jean-Louis Borloo chiffré, très clair, etc., ambitieux, et là on ne sait pas. Et tout de suite, l'ANRU, des autorisations de programme, c'est-à-dire des projets à moyen terme, mais pour cette année, toujours peu de financement, donc de réalisation concrète. Driss Etazaoui. Il faut reconnaître au chef de l'État sur la question de l'ANRU quand même une certaine franchise, parce que de dire à une assemblée
de 600 personnes, effectivement, les élus locaux avaient raison parce que sur le renouvellement urbain, nous n'avons pas été bons, nous n'avions pas les moyens. Donc toute la stratégie qui était la nôtre était de reporter les opérations de rénovation urbaine de manière à dépenser le moins possible parce que nous n'avions pas budgétisé. Moi, je trouve que c'est faire quand même preuve de beaucoup de responsabilité que d'avouer avec franchise que la rénovation urbaine n'avance pas aujourd'hui parce que c'est le fait du gouvernement. Sur le plan Borloo et sur la manière dont le président de la République se l'est, entre guillemets, approprié. Philippe Rio, maire de Grigny, a raison de rappeler la façon et le contexte dans lequel s'est organisée ou s'est construite cette dynamique collective qui a amené le président de la République à intervenir et à prendre des mesures fortes pour les quartiers prioritaires. Un appel au secours, l'appel de Grigny, indignation, les emplois aidés, préoccupation des élus locaux, baisse des crédits de la politique de la ville, baisse significative des contrats aidés et effectivement la machine se met en branle et le président de la République prend conscience que sur les quartiers prioritaires, il reste à investir davantage de moyens dans des communes où on a 30% de besoins en plus pour 30% de moyens en moins. Maintenant, sur le sentiment à la suite de la prise de parole du président de la République, je partage, comme Philippe Rio, ce goût d'inachevé. Parce qu'on a une prise de parole forte du président de la République, volontaire, engagée, déterminé sur la forme, et puis dès qu'on arrive aux propositions concrètes et aux mesures à mettre en application, on sent tout d'un coup comme un flottement avec une absence de détails sur les modalités et notamment sur la question des moyens. Julien Bargeton, déjà sur le recul sur le plan Borloo, et puis aussi certains disent que c'est une affaire d'ego. Hein. On ne compte plus les papiers qu'il y a eu sur ce sujet, cette guerre d'ego entre Jean-Louis Borloo et Emmanuel Macron. L'Élysée n'aurait pas apprécié de voir Jean-Louis Borloo tirer la couverture à lui. On se rappelle du commentaire assez froid qu'avait eu le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, qui avait dit du plan Borloo, ce n'est qu'un rapport. C'est un sujet trop important pour en faire une affaire personnelle. Moi, je vois que Jean-Louis Borloo s'est déclaré satisfait, et d'ailleurs sur une chaîne de radio ensuite, des principales mesures qu'a annoncées le président de la République. Moi, je suis élu du 20e arrondissement, dans lequel on a des quartiers en politique de la ville, et j'ai toujours peu cru quand même ces histoires de grands plans en banlieue. Quand on annonce un plan banlieue, en général, dans 10 ans, il en faut un autre, et on en a vu beaucoup se succéder auparavant. Un empilement de plans banlieue depuis 40 ans qui ne sont pas arrivés à leur fin. Les habitants des quartiers ont besoin du droit commun. Ils ont besoin de l'égalité dans les droits, ce qui aujourd'hui n'est pas respecté. Ils n'ont pas besoin de commisération, de misérabilisme ou de charité. Ils ont simplement envie de s'émanciper, y compris d'ailleurs parfois de sortir de ces quartiers. Et il faut donc partir des projets du terrain. Moi, je vois Philippe Rio, par exemple, à Grigny, qui, comme beaucoup d'élus locaux, font des choses formidables. Je pense à ce qu'il fait sur l'orchestre Demos, par exemple, qui est un orchestre pour les jeunes. Ça marche très bien. Ou bien l'accueil de l'école Cuisine Mode d'Emploi de Thierry Marx, qui a commencé d'ailleurs dans le quartier Saint-Blaise, chez nous, dans le 20e, et qui a maintenant une école à Grigny, qui permet de l'accès à l'emploi. Donc les élus locaux se battent depuis longtemps. Il faut généraliser des expérimentations, assurer le droit commun, permettre à chacun de s'émanciper. Moi, je trouve que nous sommes assez injustes avec ce gouvernement qui a commencé à faire beaucoup de choses. Je pense évidemment à l'éducation, c'est le principal, le dédoublement des classes, les devoirs faits et la scolarisation en maternelle, c'est très important. La police de sécurité du quotidien, c'est un axe fort. Ce que nous avons vécu, que ce soit à Pau ou à Marseille, montre bien que ce n'est pas un plan banlieue qui permet de régler des sujets de sécurité, notamment les sujets liés au trafic. Et puis, d'autres sujets comme, par exemple, là aussi vous êtes un peu injuste, je trouve, le doublement des crédits de l'ANRU. Alors il faut améliorer les procédures de renouvellement urbain, qui sont parfois un peu... Non mais bon, il y a une annonce sur le quinquennat du plan des crédits en rue. Le pass culture pour permettre, là aussi, l'accès à la culture. Bon, il y a énormément de mesures qui sont déjà menées parce que le président de la République avait pris conscience lors notamment de son intervention à Tourcoing. C'est ça qu'il faut continuer à faire. Mobilisons les acteurs, c'est ce qu'il a dit. Trouvons des mesures concrètes, expérimentons et partons du terrain. Et ce n'est pas un grand plan qui descend qui sera le plus efficace. On va parler des annonces de façon plus précise de ce matin, de la politique qui est menée par Emmanuel Macron sur les banlieues. Mais
tout d'abord, est-ce que les attentes n'étaient pas très fortes envers Emmanuel Macron aussi parce que, on se le rappelle, Emmanuel Macron, candidat, l'avait fait depuis Bobigny. On se rappelle de son déplacement très médiatisé à Sarcelles où il jouait au foot. On se rappelle bien sûr, au mois de novembre dernier, du discours de Tourcoing. Et à ce moment-là, il s'était montré très volontariste. Il avait utilisé des mots qu'il a réutilisés aujourd'hui d'ailleurs. Je vous propose qu'on écoute Emmanuel Macron et puis on reparle des points concrets de sa politique ensuite. Ce que je suis venu aujourd'hui vous dire, vous ayant entendu, c'est que c'est une mobilisation de toute la nation qui seule peut répondre aux défis immenses que je viens d'évoquer. Cette mobilisation nationale pour les villes et pour les quartiers, elle doit être celle du gouvernement, des collectivités territoriales, des associations, des entreprises, des intellectuels. C'est celle-ci que je veux aujourd'hui, avec vous, déclencher, avec un plan de bataille clair, avec une mobilisation pleine et entière. Philippe Rio, oui. Les mots que l'on vient d'entendre, ils sont assez volontaristes. Finalement, il les a réemployés aujourd'hui, mais l'impression n'était pas du tout la même. Puis je voudrais aussi votre réaction peut-être au fait qu'il a consacré un grand dégagement au début de son discours à la question sécuritaire, à la question de Pau, de Marseille, et notamment de ces moments où des policiers ont été mis en joue par des kalachnikovs. La différence entre le discours de Tourcoing et aujourd'hui, c'est que le mot République a été moins prononcé, le mot promesse républicaine a été moins prononcé, et le mot égalité a été moins prononcé. Ça s'est vu d'ailleurs dans la question des moyens, puisque là, combattre les inégalités passe inévitablement, certes par une méthode, certes mais aussi par des moyens. Je reviendrai sur le débat qui est un malentendu, et je crois qu'il y a un mensonge qui est en train de se faire autour de ce que nous sommes en train de vivre. L'histoire, c'est un plan, c'est pas un plan, c'est un plan de bataille, c'est plan-plan, c'est un plan sur la comète. Arrêtons. Le rapport Borloo, Vivre en grand, vivre ensemble, pour une réconciliation nationale, c'est nourri d'expériences locales. Il est dans le jargon. Un tour de France, il est dans le jargon. Je vais prendre mon meilleur anglais. Bottom up et pas top down. Il ne vient pas d'en haut. C'est faux. Donc, ce qui a été mis à disposition du président de la République, il a écrit un cahier des charges. Nous y avons répondu. Alors après, bien évidemment, on peut l'enrichir, l'améliorer. Je pense qu'il a été un petit peu vidé de sa substance aujourd'hui. C'est Azaoui. Je partage pour partie ce que vient de dire Philippe Rio. Je suis assez d'accord sur la question du plan et sur la question du vocabulaire. Moi, je rappelle juste que c'est le président de la République lui-même qui a demandé un plan de mobilisation en faveur des habitants domiciliés sur les quartiers populaires. Mais au-delà du vocabulaire, ce qui est important, c'est que il y a la mission qui a été confiée à Jean-Louis Borloo. Il y a aussi les commissions qui ont été installées par Jacques Mézard. On n'en parle pas beaucoup. Moi-même, j'ai piloté la commission image des quartiers. Sur l'image des quartiers. Il y a 10 commissions qui correspondent peu ou prou à une politique publique. Et à côté de ça, ce sont tous les préfets de la République qui ont été réquisitionnés pour faire remonter leur contribution du territoire vers le chef de l'État et pour alimenter donc la réflexion de Jean-Louis Borloo. Donc on voit bien que le projet ou le rapport co-construit que portait Jean-Louis Borloo est un rapport concerté, partagé et co-construit avec les forces vives des 1500 quartiers prioritaires de France. Et sur le fond, qu'est-ce que vous pensez un petit peu de toutes les mesures? Alors, elles sont très nombreuses dont on a pu entendre parler, et déjà depuis plusieurs mois, que c'est genre les emplois francs, les dédoublements des CP en réseau d'éducation prioritaire, la police de sécurité du quotidien. Enfin, on pourrait vraiment égrener les mesures comme ça. Tout ça, c'est concret, c'est suffisant ou pas? Ça résout les problèmes ou pas? Vous avez d'abord raison de dire que la question sécuritaire a occupé beaucoup de place dans la prise de parole du président de la République. Et je pense qu'effectivement, c'est l'actualité. Il reprochait d'ailleurs au rapport Borloo de ne pas suffisamment parler. Vous avez raison, c'est absolument ça. Donc je pense qu'il fallait absolument qu'il donne des gages, qu'il donne des gages aussi à l'opinion publique, peut-être à une certaine presse, peut-être à un certain nombre des membres du gouvernement. Et il fallait qu'il rassure sur la question sécuritaire. Et parce que Borloo n'en faisait pas état, il avait raison de ne pas en faire état. On ne peut pas regarder nos quartiers prioritaires par le seul prisme de la sécurité. Oui, Fabienne Keller, vous êtes d'accord avec ça? Je suis totalement d'accord. C'est-à-dire qu'on a trop longtemps... C'est un acte politique, alors finalement, d'avoir... On a trop longtemps parlé des quartiers en difficulté comme des quartiers où il se passait des faits d'insécurité. Alors évidemment, il est essentiel de lutter contre. Oui. Mais j'ai envie de dire, là, c'est le droit commun plus qu'ailleurs. C'est pas l'alpha et l'oméga de la politique des quartiers. Exactement. Il y avait d'ailleurs une jeune femme commissaire qui a très bien parlé. Tout à fait. Avant tout le monde. Qui a expliqué son attitude. Elle avait rénové le commissariat de D'aulnay-sous-Bois, qui était visiblement en très mauvais état. Oui. Elle appliquait les directives qu'on lui donnait. Tout ça est très républicain. Donc, agir sur l'insécurité, c'est prioritaire.
Mais la politique des banlieues ne peut pas se résumer, ne doit surtout pas être synthétisée par la sécurité, parce qu'en termes d'image, c'est une catastrophe. Et pour le retour des habitants, ils sont comme tout le monde, ils ont envie que leurs enfants suivent de bonnes études. À cet égard, le dédoublement des classes de CP à la rentrée des CE1 est une très bonne mesure. Moi-même, j'ai pu le constater dans plusieurs écoles des quartiers fragiles de Strasbourg. Sur d'autres mesures, par exemple la santé, les personnes qui habitent dans les quartiers sont en situation de santé plus mauvaise que la moyenne des Français, de manière significative. Il annonce un doublement des maisons de santé, ce genre de choses. Ils sont dans des déserts médicaux. En fait, comme le monde rural, d'ailleurs le président l'a souligné. Pour l'instant, le sujet du logement, la maison médicale, ce n'est pas la solution. Parce que la question, c'est que les professionnels ne viennent pas y travailler. Comme d'ailleurs dans beaucoup de territoires, on est plutôt déficitaire. Donc ça reste un sujet de travail. Ceci dit, moi je trouve que, voilà, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Il y a une dynamique qui est enclenchée. Le fait d'avoir confiance dans une volonté politique fait partie de la solution. Et les quartiers ont massivement voté Emmanuel Macron. C'est pour cela qu'il est important qu'il réponde aux attentes. Il y a un espoir qui est né, qui a été refroidi par les annonces de l'été, mais qu'il faut faire vivre parce qu'il faut donner à chacun sa chance pour l'avenir, pour toute cette jeunesse. Je voudrais aussi qu'on parle tout de même de la question budgétaire, la question des 48 milliards d'euros qui sont enterrés. Après, eh bien, cette petite partie de l'intervention de Jean-Louis Borloo là-dessus, lors de son discours ce matin. La deuxième observation qui est, je crois, partagée par tous, c'est cette espèce de scandale qui consisterait à dire qu'on a beaucoup donné des milliards aux quartiers, comme si les quartiers avaient réclamé des milliards, alors qu'objectivement, il y a plus de besoins, car plus de jeunesse dans des situations plus complexes et moins de moyens globaux de toutes les responsabilités publiques et tout simplement les moyens financiers des communes qui sont en première ligne. Et quand j'ai entendu ça, ça m'a blessé pour les quartiers. Comme si on parlait de quelque chose à qui on donnait de l'argent, alors qu'il s'agit simplement que chacune des forces vives de la nation en responsabilité fasse cette petite part de boulot pour ces quartiers qui sont dans une situation plus éloignés ou en plus grande complexité. Julien Bargeton vient d'entendre les propos de Jean-Louis Borloo. Il y a aussi eu ce rapport qui a montré que la Seine-Saint-Denis est laissée de côté, que l'État y est défaillant et que ça va à l'encontre de cette musique que l'on entend parfois. L'État ne donne-t-il pas trop aux quartiers prioritaires? Alors est-ce que ça ne vaut pas le coup d'investir les 48 milliards d'euros préconisés par le rapport Borloo et de revoir tout de fond en comble? Encore une fois, ce n'est pas qu'une question de moyens. Je sais qu'on réclame toujours des moyens, mais c'est une question d'action, c'est une question d'efficacité. L'éducation, les emplois francs de Muriel Pénicaud, dont nous n'avons pas parlé, la mobilité, dont d'ailleurs nous n'avons peut-être pas assez parlé, qui est aussi le fait de pouvoir sortir des quartiers et les transports, et d'assurer le droit commun. Alors c'est vrai qu'il y avait eu cet été un débat. Moi je note quand même que nous sortons d'une période où le gouvernement précédent avait baissé drastiquement les dotations aux collectivités locales. Il y a une volonté de maîtrise, ça je ne le sous-estime pas, mais il n'y a plus de coupe franche dans les budgets des collectivités aujourd'hui, puisque on a mis un terme à cette baisse radicale et brutale de la dotation globale de fonctionnement. Donc assurons le droit commun, mettons en place les outils, travaillons avec les acteurs, mais je crois que cette idée que tout passera par des moyens supplémentaires. Là où il y en a besoin, on le fait. D'ailleurs, on a annoncé sur les stages, sur les emplois, etc. Donc là où il faut rajouter des moyens, il faut le faire parce qu'il faut rétablir le droit commun. Mais je ne crois pas à ces annonces très générales dont on se rend compte, in fine, qu'elles ne sont pas appliquées. Je vois que vous voulez réagir très rapidement et pour conclure malheureusement sur ce débat. Je suis en désaccord sur les moyens. Les 48 milliards, ils ne sont pas pris dans les caisses de l'État. Ils sont partagés et c'est une demande de la mobilisation nationale. Et donc le débat, à un moment, il faut mettre les moyens sur la table. C'est clair et net. Il y a 2-3 sujets. La formation professionnelle aujourd'hui, c'est pas l'État. On demande que les partenaires sociaux financent les gens dans les quartiers. Je crois qu'on a obtenu cela. Le président de la République n'en a pas parlé, mais mon petit doigt m'a dit qu'on a gagné. C'était une de nos revendications. Ou pareil, la Caisse nationale d'allocation familiale est en excédent budgétaire, on réaffecte pour la petite enfance dans les quartiers. Ça coûte 0 à l'État, 0 aux contribuables. Je voulais juste terminer sur une note d'optimisme en disant que ce que je retiens quand même de positif de l'allocution du chef de l'État, c'est qu'il porte désormais la politique de la ville. C'est-à-dire que la politique de la ville est portée au plus haut
sommet de l'État. Et ça, c'est une bonne chose parce que la politique de la ville est une politique publique transversale et nous souhaitions effectivement qu'elle soit portée par le Premier ministre ou le chef de l'État. Le mot de la fin, Fabienne Keller, très rapidement. Oui, optimisme. Optimisme aussi à cause de l'énergie qu'on a ressentie ce matin. Les 600 acteurs rassemblés autour du président de la République, portés par cette attente. Mais je crois qu'il faut tous qu'on se relève les manches et qu'on aide les quartiers fragiles de France à se dessiner un nouvel avenir. Ludmila Hakone, bonjour. Bonjour. Alors, Luigi Di Maio, chef de file du mouvement 5 étoiles, a annoncé avoir proposé au président italien le nom de Giuseppe Conte pour diriger le gouvernement d'alliance avec la Ligue, l'extrême droite. Que sait-on de lui? C'est un illustre inconnu, y compris pour les Italiens? Alors, c'est un professeur d'économie à l'Université de Florence qui a un curriculum vitae international, qui a fait partie de beaucoup de commissions de travail sur des questions économiques. Donc, mais effectivement, il est inconnu pour la plupart des Italiens. Alors, du coup, c'est justement la grande inconnue. Et on a appris que le président Sergio Mattarella attend avant de donner son accord, son aval. Pourquoi ? Probablement pour deux raisons. La première, parce que dans cette négociation, on a totalement renversé les procédures habituelles. Il est normal que ce soit le président de la République qui désigne le président du Conseil, qui à son tour forme le gouvernement, qui doit ensuite être entériné par les chambres des députés. Or ici, ça s'est passé exactement à l'envers. C'est-à-dire qu'il y a un programme de gouvernement qui a été fait par deux partis mouvements, qui ont proposé par la suite un nom de président du Conseil. Donc, dans un premier temps, Mattarella a voulu réaffirmer ses prérogatives déjà dans un discours et ensuite, effectivement, il attend. Il y a aussi des questions sur le programme et sur la faisabilité du programme qui doivent être validées par le président de la République. Plus largement, comment s'est passée la mise en place de cette alliance entre les nationalistes de la Ligue et les populistes du mouvement 5 étoiles? Sur quoi ont-ils fondé leur accord? Alors, le tournant a été au moment où Berlusconi a décidé de faire ce qu'on appelle un pas en arrière. Parce que Salvini faisait partie d'une coalition de centre-droit avec Berlusconi. Or, contrairement à ce qu'il pensait, c'est Salvini qui a eu plus de voix que Berlusconi aux élections, ce qui a changé tout l'équilibre des forces. Le mouvement 5 étoiles ne pouvait pas s'allier avec Berlusconi puisque c'est un parti anticorruption qui veut faire, qui a dans son programme d'ailleurs des mesures anticorruption et contre le conflit d'intérêts. Donc c'est à partir de ce moment-là que ça a été changé. Les deux partis font appel aux citoyens. Ils ont tous les deux cette posture qui est celle de dire ça doit se décider d'en bas. Et c'est parce qu'en bas, effectivement, la colère gronde dans la population italienne et à partir de cette alliance, de cet accord de gouvernement, c'est une volonté de répondre aux citoyens. C'est ce qu'ils disent, les deux protagonistes. D'ailleurs, le ciment qu'il y a aussi entre ces deux mouvements, c'est un virulent euroscepticisme. C'est ce qui inquiète beaucoup en Europe. De quelle façon l'Europe déçoit-elle aujourd'hui les Italiens et de quelle façon les a-t-elle poussés à voter aux extrêmes? Il y a d'un côté la question de l'austérité qui a été très mal vécue par une grande partie des Italiens. Et il y a aussi la question qui a été soulevée de l'immigration. Mais ce n'est pas la seule, c'est surtout dans le Nord, autour de Salvini, autour de la population qui a voté la Ligue, qu'il y a un très grand mal-être par rapport à l'immigration. D'une façon générale, on sait que la pauvreté a augmenté très fortement, que les accidents du travail aussi mortels ont augmenté très fortement et que la situation générale n'est pas très bonne au vu d'un certain nombre de citoyens. Alors immédiatement, cette situation italienne inédite a provoqué des réactions dans toute l'Europe et notamment en France. Eh bien, Bruno Le Maire, ce week-end, a appelé Rome à respecter ses engagements européens. Je vous propose d'écouter le ministre de l'économie, puis vous commentez juste après. Si le nouveau gouvernement prenait le risque de ne pas respecter ses engagements sur la dette, sur les déficits, mais aussi sur l'assainissement des banques, c'est toute la stabilité financière de la zone euro qui serait menacée. Nous sommes à un moment, je le redis, où chacun doit sereinement, lucidement prendre ses responsabilités. Ne pas respecter ses engagements, ne pas continuer à assainir les banques italiennes, comme cela a été fait depuis plusieurs années. Le gouvernement italien a eu le courage de prendre des décisions pour assainir ces banques. Ne plus continuer à le faire, ça veut dire quoi? Ça veut dire menacer la stabilité financière de la zone euro, menacer les économies de tous les épargnants européens.
On vient donc d'entendre l'avertissement de Bruno Le Maire. Il y a eu la réponse très rapidement du président de la Ligue. Il a dit « occupez-vous de la France ». Est-ce qu'on va vers l'affrontement? À l'évidence, eh bien, l'Union européenne rentre dans une zone de turbulence avec cette situation italienne. Eh bien, Salvini a dit cela. En même temps, il a dit aussi « ne vous inquiétez pas ». Ça, c'est son Di Maio, de son côté, aussi a essayé de rassurer. Le chaud et le froid, voilà, alors. Ce qui peut inquiéter. Alors, il y a deux choses. Effectivement, il y a une affirmation de souveraineté nationale dans ce contrat de gouvernement à plusieurs reprises. Et il y a aussi, il est prévu aussi de renégocier, de penser, de renégocier les traités. Donc il y a un projet de penser à renégocier. Ce n'est pas encore sur la table, mais le projet de trouver la solution pour renégocier ces traités. Donc c'est effectivement quelque chose qui ne va pas dans le sens de l'Europe actuelle. Est-ce qu'on peut imaginer que l'Italie sorte de l'euro? La Ligue estime que l'euro, je la cite, c'est une expérience économique et sociale erronée. Elle prône une série de réformes et à terme, elle veut une sortie coordonnée avec d'autres pays. Alors on imagine que c'est peut-être pas pour tout de suite, mais ça peut quand même être sur un projet à moyen ou à long terme. Disons que lors de la fermeture de ce contrat de gouvernement, les deux partis ont fait un peu machine arrière par rapport à leurs déclarations précédentes. Ils ont rassuré, ils ont dit qu'il s'agit de renégocier un certain nombre de points et pas de sortir de l'euro. N'empêche que, effectivement, dans ce programme, il y a cette disons, renégociation des traités et cette affirmation de souveraineté par rapport à ce qu'ils appellent, eux, des ingérences d'autres pays, notamment européens. Est-ce qu'on peut imaginer par la suite que les marchés financiers vont s'affoler par rapport à cette situation ou est-ce que vous pensez que cela va rester stable, plutôt stable pour l'instant? C'est trop tôt pour le dire. Jusqu'à quel point est-ce que cette question de renégociation des traités qui est dans le contrat, mais ce n'est que une prévision, c'est un souhait pour l'instant. Est-ce que c'est de nature à déséquilibrer totalement les équilibres européens? Ça, je pense que c'est trop tôt pour le dire, mais on comprend que c'est sur ce point qu'une certaine inquiétude puisse se représenter. Est-ce que vous pensez que cette nouvelle coalition va pouvoir rester longtemps en place finalement? On a entendu certains proches de Matteo Renzi qui disent déjà ils exercent le pouvoir, c'est donc une catastrophe, mais on va récupérer la mise. Est-ce qu'on espère presque la catastrophe? Vous savez, le problème, c'est qu'ils ont consulté les électeurs des deux coalitions. 5 étoiles a fait sa plateforme Internet. Ils ont eu 94% de oui de la part de ceux qui s'y sont inscrits. Et la Ligue a consulté la population, 90% de oui. Par ailleurs, Ilvo Diamanti, le politologue, a montré que 6 Italiens sur 10 semblent d'accord avec cette coalition de gouvernement et son programme. Donc, comment est-ce qu'on va gérer les préoccupations européennes avec ce qui semble être le vœu des citoyens? Et pour conclure, peut-être une question sur le rôle du président. On en a parlé au début de cet entretien. Le président Sergio Mattarella, il a été élu par un parlement majoritairement de centre-gauche. Quel peut être son pouvoir dans cette future situation? Peut-il un petit peu temporiser la situation ou il n'a guère de pouvoir? Oui, normalement, c'est lui qui nomme le président du Conseil. Il peut effectivement refuser. Cela créerait une situation de crise. Il faudrait évidemment des motivations suffisamment importantes pour ne pas plonger le pays dans le désarroi, probablement. Ceci dit, c'est la figure institutionnelle majeure qu'il faut respecter et qui a son dernier mot sur la Constitution et sur les traités internationaux. Eh bien, merci beaucoup Ludmila Akoné pour tous vos éclairages sur cette situation italienne, sur cet ouragan politique qui s'est abattu sur notre voisin. Merci. Merci beaucoup. Après 7 semaines de conflits et de grèves perlées, les cheminots refusent toujours la réforme ferroviaire du gouvernement. Près de 95% des cheminots ayant participé à la consultation vote-action organisée par les syndicats de la SNCF se sont prononcés contre cette réforme. Elle remet en cause, selon eux, le statut de cheminot. Nelson Jetten. C'est un score sans appel, mais également sans surprise. 94,97% des cheminots ayant participé à la consultation syndicale sont opposés à la réforme de la SNCF. Avec une participation annoncée de 61%, ce sont près de 90 000 cheminots qui se sont exprimés. Fort du résultat de ce vote-action, les syndicats ont voulu mettre la pression sur le gouvernement ce matin. Le gouvernement doit revoir sa copie.
L'occasion de la rencontre du 25 mai doit permettre au Premier ministre de considérer qu'on ne fait pas une réforme contre l'avis des principaux experts en la matière et de ceux qui vont devoir la mettre en œuvre au travers de leur travail. Un résultat bienvenu pour les syndicats. En ce 21e jour de grève SNCF, le taux de grévistes atteignait ce matin 14,22%, son plus bas niveau en semaine depuis le début du conflit. De son côté, la direction de la SNCF constate que les modalités d'organisation de cette consultation ne présentent pas toutes les garanties. Dans un communiqué, l'entreprise dirigée par Guillaume Pépi conteste la légitimité du référendum. Contrairement à un référendum d'entreprise, le vote action s'est déroulé en dehors de tout cadre légal et s'apparente de ce fait à une pétition. Les syndicats ont pourtant bien l'intention de brandir ces résultats vendredi, lors de leur entretien avec Édouard Philippe à Matignon. Et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Marchand. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes sénateur La République En Marche du Nord. Sur ce plateau également Guillaume Gontard. Bonsoir. Sénateur, vous êtes rattaché au groupe communiste, sénateur de l'Isère. Marcel Bourquin est également avec nous. Bonsoir, sénateur socialiste du Doubs. Et Gérard Cornu, bonsoir, sénateur Les Républicains d'Eure-et-Loire. Vous êtes le rapporteur de cette réforme ferroviaire ici au Sénat. Une première réaction sur ce vote action. 95% des personnes interrogées, des syndicalistes qui se déclarent contre la réforme du gouvernement. Oui, moi je m'étonne même qu'il n'y ait pas 100%, parce que après tout, mais bon, je dirais que c'est un référendum qui les concerne. Nous sommes dans le temps parlementaire, il y a le temps syndical. Le temps parlementaire, c'est de faire en sorte que la loi s'applique à tout le monde, et nous espérons, en tout cas, à partir du travail du Sénat, que en fait, ce bon travail du Sénat, de tous les sénateurs d'ailleurs, d'où qu'ils viennent, eh bien, puisse aboutir de façon à ce qu'on puisse dire, grâce au Sénat, en fait, on a fait une bonne loi. Marcel Bourquin, votre regard sur après ce référendum, qu'il ne faut surtout pas négliger, je pense qu'il faut négocier. Déjà, les pertes de la SNCF montrent que depuis le début, il fallait négocier. Et surtout quand on fait une réforme comme celle-là, on ne la fait pas depuis le dessus avec un rapport qui s'appelle Spinetta. Il fallait au contraire réfléchir à un pacte ferroviaire, à un grand débat sur les mobilités, et voir le rôle de la SNCF dans ce pacte ferroviaire. On a fait les choses à l'envers, n'importe comment, comme d'habitude, et bien sûr, on va nous mettre des ordonnances au bout. Voilà comment ça fonctionne avec M. Macron. Ça ne peut pas durer comme ça. Frédéric Marchand. Non, je pense qu'il faut un peu sortir des postures et du dogme. On n'a pas fait n'importe quoi. Je pense au contraire que le pacte ferroviaire et cette nouvelle réforme ferroviaire qu'on aura à discuter à partir de la semaine prochaine est une bonne porte d'entrée justement sur la loi d'orientation sur les mobilités. Et qu'au contraire, comme le disait le rapporteur, nous sortons d'une réunion de commission ce matin qui a duré plus de 4 heures. Nous avons travaillé, chacun avec ses différences, mais avec un seul souci qui est effectivement comment on affirme aujourd'hui la place du service public ferroviaire dans notre pays. Certes, nous avons des avis différents, mais j'ai le sentiment que ce qui va sortir du Sénat fera sans doute date et restera comme une référence importante. Guillaume Gontard, on a entendu Guillaume Pépi, c'est une pétition, ça n'a pas vraiment de cadre légal, cette vote-action organisée par les syndicats. Et moi je pense que, en tout cas, si c'est une pétition, elle est révélatrice. Et je pense que c'est aussi révélateur de la méthode qui a été mise en place, quoi. On ne peut pas faire une réforme de ce type-là sans écouter les salariés, sans avoir ce dialogue, sans mettre en place ce dialogue. Et on voit qu'on est parti complètement à l'envers dans cette réforme. On a commencé par humilier les cheminots en leur mettant leur statut sous le nez. Alors on s'aperçoit que maintenant, le problème n'était absolument pas sur le statut. Et donc on a voulu comme ça attiser, créer des clivages. Et je dirais que oui, maintenant il est grand temps qu'on retrouve ce dialogue et qu'on puisse trouver des solutions ensemble. Alors, oui, mais moi je voudrais intervenir parce qu'on ne peut pas laisser dire qu'il n'y a pas de dialogue. Moi je fais partie de la majorité sénatoriale. Je ne suis pas là pour défendre le gouvernement. Il se trouve que vous êtes tous les trois dans l'opposition sénatoriale. L'opposition sénatoriale. L'opposition sénatoriale. L'opposition sénatoriale. Moi dans l'opposition sénatoriale, je fais partie de la majorité sénatoriale. Alors donc je ne suis pas là pour défendre le gouvernement. Ce que je constate, c'est qu'effectivement, le gouvernement au départ a voulu passer par ordonnance. Par ordonnance, il avait le don de mécontenter à la fois l'ensemble des parlementaires, mais aussi des syndicats. Bon, il a changé son fusil d'épaule. Il se trouve que l'Assemblée n'a pas eu le temps
d'examiner le texte, puisque le gouvernement a changé de son fusil d'épaule. Et donc c'est au Sénat que revient l'élaboration de la loi. Et je peux vous dire qu'en tant que rapporteur, j'ai écouté fortement l'ensemble des gens. Et c'est pour ça que le Sénat, au niveau de la loi, sera un marqueur social, un marqueur d'aménagement du territoire et un marqueur de sécurité et de sûreté. Et donc je pense que c'est vraiment l'honneur du Sénat, en écoutant et en dialoguant avec les uns et les autres, qu'on va sortir une bonne loi. Donc on ne peut pas laisser dire qu'on n'a pas écouté. On peut pour le gouvernement, mais en tout cas pour les parlementaires. On va voir tous les amendements et toutes les modifications. Pardon. Je pense vraiment, on reprendra le débat après, Marcel Bourquin. Oui, je pense vraiment que lorsqu'on disait qu'on n'a pas écouté, c'est Jupiter, c'est le gouvernement. Il fonctionne sur les ordonnances comme cela. Il fonctionne sur tout. Les grands secteurs. C'est exactement ça, c'est la méthode qui a été lancée qui nous amène à cette situation. Sur un vrai débat au Sénat. Alors Marcel Bourquin, on va voir justement les modifications qui ont été votées ce matin en commission avec Maude Guillot. 169 amendements examinés en commission pour enfin sceller le texte du futur pacte ferroviaire. Parmi les modifications apportées par les sénateurs, la fin du statut des cheminots au 31 décembre 2019. Une date qui correspond à l'ouverture à la concurrence du réseau ferroviaire. Dans ce contexte d'ouverture, les cheminots étaient inquiets sur leurs futures conditions de transfert. Les sénateurs leur apportent des garanties. Des salariés qui ont été transférés dans une entreprise attributaire d'un marché qu'aurait perdu à un moment donné SNCF Mobilité pourraient revenir, s'ils le souhaitent, à la SNCF Mobilité, dans un délai compris entre 3 et 6 ans. Donc c'est quelque chose qui est de nature à rassurer les salariés. Ça offre une espèce de parachute social. Nouveauté également, les sénateurs veulent transformer la branche Gare et Connexion en filiale SNCF Réseau. Ce changement garantirait une gestion plus autonome des stations ferroviaires. Autre amendement adopté, le caractère incessible des titres de la future société anonyme à capitaux publics. Sur ce point, le sénateur Olivier Jacquin reste mesuré. Le mot incessibilité ne nous rassure pas totalement parce qu'une loi peut casser l'incessibilité demain. Et on a des inquiétudes dans le temps long du ferroviaire sur la possibilité demain de vendre notre patrimoine national. Il ne faut pas donner les clés du navire comme on l'a fait sur les autoroutes. C'est une catastrophe absolue. Le texte sera examiné en séance publique du 29 mai au 5 juin prochain. Frédéric Marchand, est-ce que les amendements qui ont été adoptés ce matin en commission et qui reprennent en partie les demandes des syndicats les plus modérés vont permettre justement d'avoir un débat serein au Sénat et peut-être d'arriver à une sortie de crise, à une fin de la grève? Je crois que les amendements permettent au train de repartir, si je peux user de cette métaphore ferroviaire. Et le train peut repartir avec à son bord, j'ai envie de dire tout le monde, qu'il s'agisse, parce qu'on parle beaucoup des cheminots quand on parle de réforme ferroviaire, mais je pense qu'il faut aussi parler des usagers, il faut aussi parler des collectivités. Finalement, la réforme ferroviaire, c'est l'affaire de tout le monde. Et le travail que nous avons fait ce matin collectivement, il permet de remettre tout le monde à l'intérieur du train et d'avoir une discussion que je vais qualifier de beaucoup plus sereine. Les uns et les autres avons rencontré les organisations syndicales, avons rencontré les associations d'usagers, avons rencontré la SNCF, de futurs opérateurs, et toutes et tous attendent effectivement du Sénat des marqueurs forts, les marqueurs qu'on a retrouvés dans le travail qui a été fait ce matin. D'où je pense la nécessité vraiment sur ce dossier, qui est un dossier quand même emblématique, de sortir de la posture. J'entendais Olivier Jacquin sur le sujet de l'incessibilité. À un moment donné, je pense que... C'est votre amendement qui a été adopté. Oui, mais à un moment donné, justement, quand on fait de la politique, on ne peut pas vouloir à tout prix réclamer que l'incessibilité soit gravée dans le marbre pour dire 5 minutes après que finalement, cette incessibilité, ça n'est pas une garantie, parce qu'une loi peut en casser une autre. Mais en tout cas, il va y avoir un texte de loi, et cette loi, c'est elle qui va garantir demain l'exercice et ce service public ferroviaire de qualité. Marcel Bourquin, le Sénat peut-être ce marqueur social dont parlait Gérard Cornu. On a vu notamment des améliorations sur les conditions de transfert des cheminots dans le cadre de l'ouverture à la concurrence. Il y a eu un article du Figaro qui parlait du statut des cheminots et qui disait c'est la cause ou pas du déficit de la SNCF, et qui disait certainement pas. Vous vous rappelez qu'au début on a parlé de 700 millions par an, on a ramené ça à 200 millions, on a vraiment agité ça comme un hochet pour dire on ne va pas discuter du fond. Pourquoi changer le statut de la SNCF? Pourquoi changer les EPIC? Lorsque vous changez le statut, c'est qu'il y a une idée derrière la tête. Et on sait que la direction de la SNCF, depuis un certain temps, veut mettre en cause le statut, non pas des nouveaux entrants, mais des statuts anciens. Des statuts qui existaient avant la création de la SNCF. Parce que le métier de cheminot, c'est le Figaro qui le leur disait une deuxième fois, 3/4 des Français n'en voudraient pas.
Quand on parle de salaire mirobolant, en réalité, on s'aperçoit qu'on est autour de 2400, 2500 de salaire moyen, légèrement en dessous de la moyenne nationale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, avec ce rapport Spinetta, on pouvait faire une ouverture à la concurrence, synonyme à ce qui s'est fait par exemple en Suisse, qui est absolument remarquable, où la maîtrise reste publique et où on n'a pas besoin de retirer un statut aux cheminots, parce que cette couverture, vous vous rendez compte qu'il y aura un marché. Un cheminot, il a sa ligne. Du jour au lendemain, on va lui dire, vous partez, vous n'êtes plus dans l'entreprise. Alors justement, il y a eu des choses qui ont été... Non, mais attendez, je caricature presque un peu, mais pour bien qu'on me comprenne, parce qu'il y a des gens qui nous regardent. Vous imaginez beaucoup de Français dans cette situation? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Ce que demandent les syndicats, c'est une couverture presque universelle. Ça a été acté par le Sénat ce matin en commission. Attendez, non mais Monsieur Bourquin, le problème c'est que Martial Bourquin n'appartient pas à la commission. Il n'a pas pu mais j'ai regardé, j'étais en audition. J'étais en audition avec Olivier Jacquin tout de suite, qui nous a dit, et on auditionnait les syndicats tout de suite, qui nous ont dit très clairement, ça ne suffit pas. C'est un premier pas, mais ça ne suffit pas. Pourquoi ça ne suffit pas? Mais parce que si le droit à la concurrence pourra se faire, s'il y a une couverture sociale et une couverture de l'emploi. 1 an suffit, pas 3 ans. 1 an suffit. Guillaume Gontard, par rapport au texte initial, on se souvient que la SNCF évoquait un transfert obligatoire des personnels avec l'impossibilité d'un retour à la SNCF. Là, le Sénat a quand même tendu la main, justement, on demande des syndicats. Bien sûr qu'il y a eu des avancées, pas. Bien sûr qu'il y a eu des maintien avancées, de salaire net et on pourra retourner. Je dirais qu'on a arrondi les angles, on a fait du toilettage, je dirais heureusement. Et c'est bien pour ça qu'il fallait un peu de temps, qu'il fallait de la discussion, qu'il fallait et que le Sénat a fait son travail. Après, moi, sur le fond, c'est sur le fond de la loi, c'est sur ce dont on veut, là où on veut nous emmener. Ce que disait Martial Bourquin, il a raison. Pourquoi on veut passer en SA? Pourquoi on veut revenir sur le statut des cheminots? Et c'est vrai que ça, à chaque fois qu'on a posé la question, on nous a renvoyé en disant mais non, il n'y a pas de souci, n'ayez crainte. Et à chaque fois, Elisabeth Borne, comme ça, nous a renvoyé. Alors on a réussi à avoir cet amendement sur l'incessibilité, qui a été déposé et accepté en commission pour nous rassurer. Mais moi, je demande encore une fois, pourquoi? Il n'y avait aucune obligation de passer en société anonyme. Aucune. Il n'y avait aucune obligation. On pouvait rester. Je vais vous dire, la réponse de Gérard Cornu. Je vais vous dire les raisons. En fait, il y a quand même eu le vote du 4e paquet ferroviaire européen. Pour l'ouverture à la concurrence. Pour l'ouverture à la concurrence. On pouvait le faire avec les 3 EPIC. Donc ça nous engage. Ou sans ça, si ça ne nous engage pas, on est obligé de sortir de l'Europe. On est bien d'accord. Donc on est pour l'ouverture. Pour ceux qui sont européens, qui veulent rester dans l'Europe, on est pour l'ouverture à la concurrence. Donc ça, c'est obligatoire. C'était pas une obligation. Après, quelle ouverture? Non, mais quelle ouverture? Après, l'EPIC. Eh bien, c'est simple. On a eu la question de l'EPIC avec la Poste. Ça s'est passé en 2014. Oui, je me rappelle. Et la Cour de justice de l'Union européenne n'a pas voulu que la Poste garde la notion d'EPIC parce que c'était contraire aux règles européennes de concurrence et que c'était incompatible avec le marché intérieur. Donc, en fait, on n'a pas le choix, si on veut rester dans l'Europe, on n'a pas le choix de changer. C'est ce qui nous a été dit encore hier. Non, mais attendez, moi je vous le dis. On n'a pas le choix. Il faut changer de statut d'EPIC en SA. Et après, pourquoi la SA? Parce que, effectivement, le problème de la dette est très important. Et je souhaite, d'ailleurs, que le gouvernement puisse résorber cette dette qui est colossale, de 46 milliards d'euros pour SNCF Réseau. Et ça, c'est très, très important qu'il la résorbe. Pourquoi? Parce que, effectivement, je ne supporte pas, je le dis très clairement ici, je ne supporte pas qu'on fasse payer aux cheminots la dette. La dette ne vient pas des cheminots, je l'ai dit ce matin, elle vient des gouvernements successifs et des élus locaux qui ont demandé de l'aménagement du territoire et qu'on fait payer cet aménagement du territoire par SNCF Réseau. Alors justement, le gouvernement s'est engagé à reprendre 35 milliards, ça a été annoncé dans le journal Les Échos hier. Justement, moi je voulais quand même dire ça, parce que c'est un sujet important. En SA, excusez-moi pour finir, en SA, on ne peut pas, on doit avoir des capitaux propres, on ne peut pas avoir de capitaux propres négatifs. Guillaume Gontard et Frédéric Marchand. C'est important parce que cette question de la dette, elle arrive après 7 semaines et on parle de la dette. Alors que pour moi, c'était l'élément vraiment primordial. Et on voit, parce qu'on nous dit l'ouverture à la concurrence, il faut regarder dans tous les pays qui nous entourent, et ça a été formidable, etc. Quand on regarde,
qu'est-ce qu'ont fait les autres pays? C'est qu'ils ont repris la dette et surtout ils ont largement investi sur leur réseau. Et c'est ça qui a fait que ça fonctionne. L'exemple de la Suisse, par exemple, qui est un pays qui a investi énormément sur son réseau. Une mise qu'on investit. Et donc il faut faire attention à ça. Et que je veux dire que c'est encore révélateur de cette méthode où on parle d'un texte et en fait le principal problème, on l'aborde pas, ou alors on nous dit qu'on va avoir une annonce vendredi. Sur la dette, Frédéric Marchand, il y a des avancées. Oui, il y a des avancées depuis le début. Je pense qu'il faut arrêter aussi d'agiter des chiffons rouges. La question de la dette a toujours été très prégnante dans cette histoire de réforme ferroviaire. Alors c'est vrai qu'il y a eu des annonces, on a évoqué le statut du cheminot, mais moi aussi je ne suis pas de ceux qui pensent que c'est le statut du cheminot qui est responsable de la situation de la SNCF. Donc, mais non, mais on l'a toujours dit. Non, mais on l'a toujours dit. Mais non. Le gouvernement abat ses cartes un petit peu trop tard et il attend. Non, je ne pense pas que le gouvernement abatte ses cartes un petit peu trop tard. La question de la dette a été posée sur la table. Alors après, on ne va pas afficher un chiffre pour le plaisir d'afficher un chiffre. Mais je pense que le gouvernement est parfaitement conscient du fait que cette dette existe, qu'il faut la résorber le mieux possible, que c'est la dette de tous les Français, et que derrière, bien évidemment, il faut investir. La ministre nous l'a répété quand elle a été auditionnée par la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. L'investissement ne va pas s'arrêter. Au contraire, il ne va faire que croître et embellir pour faire en sorte que nous ayons un réseau ferroviaire digne de ce nom. Et sur l'ouverture à la concurrence, là aussi, nous auditionnions hier le président de l'ARAFER, les cahiers de l'ARAFER qui sont sortis, tout un cahier est consacré justement aux conséquences de l'ouverture à la concurrence. Et que voit-on avec cette ouverture à la concurrence? Que la fréquentation des trains n'a jamais été aussi importante et s'accroît de jour en jour depuis que l'ouverture à la concurrence existe. Il a bien précisé existe. que c'était lié à l'investissement. Tout à fait. Il a bien précisé. Faites attention. Pas l'investissement. Bien sûr. Oui, bien sûr. Il y a une chose qu'on ne dit pas à nos concitoyens, c'est que où il y a eu l'ouverture à la concurrence, notamment en Allemagne et en Grande-Bretagne, il y a eu une envolée du prix du billet. Oui, non, mais enfin... Il y a eu une envolée du prix du billet. Ça, c'est des statistiques qui sont données par Eurostat. Elles sont tout à fait pas discutables. La deuxième chose, avec une situation différente en Grande-Bretagne, si vous voulez savoir combien coûtait un kilomètre de TGV en 1981, c'était 4,9 millions d'euros. Le Tour Bordeaux a coûté 23 millions d'euros. Et c'est là qu'est la dette. Là-dessus, on a. Mais on est d'accord. Là-dessus, mais faisons attention. Le constat, il est global. Oui, mais on est complètement d'accord sur le constat. Faisons en sorte que lorsqu'on a ce débat et qu'on se met d'accord sur une stratégie de mobilité, je dis bien de mobilité, où le ferroviaire va jouer un rôle capital, à partir de là, ce qu'ont fait les Suisses, ils n'ont plus fermé de petites lignes. Où ils avaient beaucoup investi, retiré de l'investissement, ils l'ont remis sur les petites lignes. Ces petites lignes, parce que qu'est-ce qui va se passer? Si elles sont données aux régions, comme a prévu le gouvernement, inévitablement, qu'est-ce qui va se passer? Au bout d'un certain temps, les régions seront obligées de s'en dessaisir. Ce qui se fait en ce moment, c'est des lignes bus à la place ça va revenir aux régions, vous pensez? Non, pas du tout. Non, mais et ce que je voudrais dire tout simplement, c'est que la dette, elle appartient à la France. Et il faudra certainement encore investir beaucoup de la reprendre en 2 temps. Mais il est même obligé, le gouvernement. Bien sûr. Parce que le fait de transformer de EPIC en SA, la SA ne pourra pas avoir de dette. Donc on est obligé de résorber la dette. La conséquence de la suppression de l'EPIC en passant en SA, on est obligé de résorber la dette. En ce qui concerne les petites lignes, en fait, le texte là, c'est l'ouverture à la concurrence. Les petites lignes, c'est un autre dossier qu'on va aborder d'ailleurs dans le texte mobilité qui viendra plus tard. Mais justement, dans ce texte-là, j'ai passé un amendement qui est très important parce que je veux une évaluation des petites lignes par le gouvernement. Parce que le rapport Spinetta ne me convient pas du tout. On parle de petites lignes, et alors que des fois, il y a des grandes lignes dans les petites lignes. Il faut reprendre à la base. Or, on a mesuré les petites lignes, vous vous rendez compte, au poids des locomotives et des trains. Enfin, c'est absurde. Il faut les petites lignes, c'est au nombre de voyageurs, et les petites lignes, c'est aussi au nombre. Du territoire. Bien sûr, mais pas que ça. Au nombre de transports fret ferroviaire qui passent au nombre de trains. Et donc, les petites lignes, il y a des vraies petites lignes, mais il y a des fausses petites lignes qu'il faut absolument conserver, qui sont stratégiques à la fois pour l'aménagement du territoire, mais aussi pour le développement du fret ferroviaire. Donc, j'ai demandé dans ce texte, ce matin, c'est passé en amendement, un amendement du rapporteur, pour que le gouvernement fasse une évaluation, qu'elle nous serve très vite
pour le texte des mobilités, de façon à ce qu'on puisse légiférer en connaissance de cause. Guillaume Gontard, on disait que le texte arrive au Sénat la semaine prochaine. Est-ce que vous pensez que le texte qui sortira justement de la Haute Assemblée va permettre aussi de mettre un terme à la grève ? Je sais pas, mais moi je voulais répondre quand même sur les petites lignes, parce que je pense qu'il n'y a pas de petites lignes justement, et qu'il y a des lignes des quotidiens, il y a des lignes qui servent à emmener des gens, et il n'y a pas de petites lignes. Et que c'est vrai qu'avec cette réforme, alors on nous dit ça va être la loi mobilité. À chaque fois que c'est vrai qu'on a abordé ce sujet-là, on nous dit c'est la loi mobilité, sauf que moi j'ai cru comprendre qu'elle avait été encore repoussée. On nous annonce maintenant 2019, donc je veux bien que tout ça arrive dans la loi mobilité, mais je me demande quand est-ce que ça va arriver et quand est-ce qu'on aura des précisions sur cette loi mobilité. Et moi, je m'inquiète quand même, puisque sur ces lignes du quotidien, pour l'instant, actuellement, il y a des lignes qui sont vraiment prêtes à fermer. Pourquoi ? Parce qu'on a un manque d'investissement et que si on n'investit pas tout de suite, elle ferme à l'horizon 2021. Et pourquoi on n'investit pas tout de suite ? Parce qu'il y a des contrats de plan État-région. Alors moi j'entends souvent Madame Borne qui dit les contrats de plan État-région seront même améliorés, enfin il y aura encore plus d'argent et que l'État va mettre la main à la poche. Pour l'instant c'est loin d'être le cas. Frédéric Marchand, très rapidement sur cette question aussi. Mais on est d'accord avec le constat. Non, mais alors très rapidement sur cette question, je pense qu'il faut aussi se poser la question, et ça a été évoqué hier soir par le président de l'ARAFER. Vous avez aussi des petites lignes, moi non plus, j'aime pas le terme de petites lignes, qui ont fait l'objet de gros investissements cofinancés par les collectivités, sur lesquels aujourd'hui il n'y a pas grand monde. Donc il faut aussi se poser la question de l'existence de ces lignes. Je pense qu'il n'y a pas de tabou à avoir dans le cadre des débats qui arrivent. Pourquoi il n'y a pas grand monde ? Oui, pourquoi il n'y a pas grand monde, mais un débat sans tabou, c'est pour le mot de la fin, et donc ça commence la semaine prochaine, mardi 29 au Sénat. Et pour parler de cette réforme des institutions, j'ai le plaisir d'accueillir Agnès Canayer. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes sénatrice LR de la Seine-Maritime, membre de la commission des lois du Sénat. Face à vous, Éliane Assassi, bonjour, présidente du groupe communiste ici au Sénat, sénatrice de la Seine-Saint-Denis. J'accueille également Claude Malhuret. Bonjour, vous êtes le président du groupe Les Indépendants, République et Territoire, sénateur de l'Allier. Éric Kerrouche, bonjour, bienvenue à vous. Sénateur socialiste des Landes, membre également de la commission des lois. Première question pour vous, Agnès Canayer, puisque cette fois, on connaît bien la finalité de cette réforme des institutions. Les 2 derniers projets de loi organiques et ordinaires ont été présentés ce matin en Conseil des ministres. Sans surprise, figure une réduction de 30% du nombre de parlementaires qui passera par un renouvellement intégral du Sénat à titre exceptionnel en 2021. Oui, alors effectivement, nous avons maintenant toutes les clés de la réforme constitutionnelle telle qu'elle avait été annoncée, avec des éléments qui se rajoutent au fur et à mesure. Aujourd'hui, maintenant, nous avons une vision globale de ce que veut le président de la République. C'est clair que la réduction du nombre de parlementaires, ça, nous y attendions et elle était programmée depuis longtemps. Le renouvellement total de l'Assemblée sénatoriale en 2021 nous pose aujourd'hui véritablement un certain nombre de questions et d'inquiétudes, notamment sur le fait qu'un renouvellement total mettra fin de manière anticipée au mandat des sénateurs élus en 2017. Et il est clair que cela va à l'encontre des principes démocratiques. Éliane Assassi, on a parlé d'un véritable casus belli pour le Sénat, ce renouvellement en 2021. Oui, je pense qu'on peut effectivement l'appeler ainsi, mais moi je voudrais insister sur le fait que ces 3 textes, le projet de loi constitutionnel, l'organique et l'ordinaire, ne sont pas indissociables, c'est un tout. Et effectivement, il y a des mesures dans chacun de ces textes qui interrogent sur la volonté du gouvernement de se saisir du plus grand nombre de pouvoirs, d'avoir le plus grand nombre de pouvoirs entre ses mains et d'afficher quand même un certain mépris à l'égard du Parlement qui est quand même la représentation nationale. Donc j'ai quand même le sentiment que les dés ne sont pas jetés. Nous avons effectivement connaissance de ces textes et qu'il y a des batailles à mener. Moi, je me félicite en tout cas qu'il y ait eu un travail de fond qui a été mené ici au Sénat sous la présidence justement du président Larcher. Nous avons dégagé un certain nombre de propositions. Il y en a avec lesquelles je suis d'accord et d'autres qui m'interrogent. Mais en tout cas, il y a eu ce travail de fond, de respect
du Sénat, dans sa capacité à prendre de la hauteur sur un certain nombre de sujets. Et malheureusement, on voit bien qu'avec ces 3 textes qui nous sont présentés, le gouvernement et le président de la République restent droits dans leurs bottes et s'attaquent effectivement à un espace de démocratie qu'est le Parlement. Parce que le Parlement est un espace de démocratie. Donc je suis à la fois inquiète et dans le même temps, je pense qu'il y a des leviers pour qu'on puisse encore modifier un certain nombre de choses dans ces textes. Claude Malhuret, Éliane Assassi vient de parler de mépris du Parlement. Pourtant, ce matin, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a présenté son texte pour une démocratie, je cite, plus représentative, responsable et efficace. Ça peut être un des objectifs poursuivis par le gouvernement. En tout cas, c'est l'objectif qui avait été annoncé par le président Macron lors de son discours au Congrès. Donc on peut supposer que c'est l'objectif. Maintenant, est-ce que cet objectif va être réalisé ? Moi, je ferai 2 réflexions. La première, c'est que c'est nous qui allons décider de cette révision. C'est l'Assemblée nationale et le Sénat. Par conséquent, si on ne veut pas être méprisé, c'est à nous de nous mettre d'accord sur un texte commun. Et à ce moment-là, c'est plus le président, le président n'a plus qu'à acter, c'est plus le gouvernement, c'est le Parlement qui va décider de cette réforme. Donc c'est le premier point. Et le deuxième point, mépris du Sénat, je n'irai pas jusque-là, mais il est vrai qu'aujourd'hui, un certain nombre de propositions sur l'ordre du jour, sur les amendements, sur la navette, sont, à mon avis, et sans doute c'est l'avis à peu près ça, c'est dans le volet constitutionnel Sénat, dont on a déjà parlé. Oui, voilà. Mais ces points-là, comme le disait tout à l'heure Éliane Assassi, sont désormais sont indissociables du reste. Jusqu'à présent, on ne connaissait pas les 2 textes de loi. Donc, on nous disait, est-ce que vous êtes pour ou contre la révision constitutionnelle ? La réponse, c'est, on n'achète pas un âne dans un sac. On va attendre de voir ce qui se passe. Et on va attendre d'avoir les 3 textes qui sont indissociables. Franchement, plusieurs propositions, celles que je viens de traiter, qui sont surtout dans la Constitution plus que dans les lois organiques et ordinaires, représentent un déséquilibre déjà fort sous la 5e entre le gouvernement et le Parlement. Et par conséquent, bien sûr que l'Assemblée nationale et le Sénat vont avoir du travail, en dialogue avec le gouvernement, j'espère, pour faire en sorte qu'on ne soit non seulement pas méprisé, mais si possible, que comme en 2008, on augmente encore les pouvoirs du Parlement, parce qu'il faut, pour un régime fort, il faut un exécutif fort et un législatif fort. C'est ce que répète aussi le président Larcher, oui. Éric Kerrouche, si on en revient à la réduction du nombre de parlementaires, le projet de loi organique présenté ce matin va habiliter le gouvernement à légiférer par ordonnance dans un délai de 18 mois pour proposer une nouvelle répartition en garantissant un député et un sénateur par département. Là, est-ce que c'est la volonté du Sénat est respectée ? Manifestement pas, mais on parle beaucoup de remise en cause des pouvoirs du Parlement. En fait, cette réforme, c'est pour reprendre le titre de Prosper Mérimée, c'est une double méprise. Une méprise vis-à-vis de l'efficacité, une méprise vis-à-vis de la démocratie. Méprise vis-à-vis de l'efficacité parce que le Parlement en général, il n'est pas inefficace. Au contraire, il faut renforcer son efficacité. Et puis aussi une méprise vis-à-vis de la démocratie parce que la façon dont est pensée la réforme va remettre en cause la couverture des territoires, va remettre en cause la façon dont l'élu a un rapport à ce territoire et va remettre en cause aussi incidemment, mais de manière très très forte, la parité dans les 2 assemblées et on a tendance à l'oublier. Et puis plus fondamentalement, sur la dernière partie, la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire le renouvellement intégral en 2021, eh bien, il faut simplement que le gouvernement se rende compte qu'il n'est pas possible de dissoudre le Sénat comme il tente de le faire avec ce renouvellement intégral. C'est aussi simple que cela. Donc voilà, c'est un mauvais texte qui vient renforcer déjà l'impression que nous avons vis-à-vis de la réforme constitutionnelle et puis cette incapacité pour l'exécutif d'avoir une résistance vis-à-vis de lui. Et la dernière qui reste, c'est au Sénat. Et manifestement, il ne la supporte pas au Sénat non plus. Agnès Canayer, il y aura malgré tout un député, je le disais, et un sénateur par département. Là, ça faisait partie des lignes rouges fixées par le président du Sénat. Alors, est-ce que vous êtes satisfait de cette proposition de l'exécutif ?
Oui, je pense qu'il y a un des points sur lesquels on était très attentif dans la majorité sénatoriale, c'est effectivement l'ancrage territorial du Sénat, puisque l'ancrage territorial du Sénat permet aussi de contrebalancer la future Assemblée nationale qui sera élue par des députés issus de très grosses circonscriptions, donc souvent plus loin et plus détachés de leur territoire d'élection. Donc nous, ce qui nous importe, c'est véritablement cet ancrage et cette représentation juste de tous les territoires. Alors le principe de au moins un parlementaire, un député, un sénateur par département est une base. Maintenant, reste à savoir exactement comment seront répartis l'ensemble des sénateurs et l'ensemble des députés, amputés de 30% chacun, ce qui va véritablement changer la donne et changer la répartition. Et c'est une fois seulement que nous aurons véritablement cette nouvelle répartition, ce nouveau découpage électoral, que nous pourrons être rassurés ou pas sur la juste représentation de tous les territoires, qui est un point de base, un point incontournable dans les discussions et les négociations qui doivent y avoir avec le gouvernement. Éliane Assassi, sur cette nouvelle carte électorale, sur ce redécoupage annoncé, vous faites confiance au gouvernement pour maintenir justement ce ratio, un député, un sénateur? Écoutez, un député et un sénateur, vous l'avez dit, c'est une ligne rouge. Les lignes rouges peuvent se dépasser. Moi, je pense que c'est largement insuffisant pour aller dans le sens de ma collègue. Et puis, il y a un élément aussi important, c'est la dose de proportionnelle qui va être intégrée, notamment pour les législatives, avec à hauteur de 15%, avec une liste de 61 candidates et candidats. Ça, à la limite, je peux m'en féliciter, même si je pense que 15% ce n'est pas suffisant, mais ce qui me chagrine, si je puis dire, c'est le seuil de 5% pour pouvoir obtenir pour pouvoir participer à la répartition des sièges. On a le même effet sur les élections européennes avec une liste nationale, effectivement, et d'atteindre le seuil de 5%. Donc ça m'inquiète énormément. Moi, je crains qu'effectivement les territoires, mais qu'ils soient ruraux ou qu'ils soient urbains, soient moins bien représentés, et surtout qu'on assiste à une mise à mal du pluralisme dans notre pays, puisqu'effectivement, ce fameux redécoupage, comment va-t-il se faire, sur quelle base, etc., on n'en sait pas grand-chose, mais j'ai en tout cas, moi, une crainte, et on le voit depuis que le président Macron est arrivé au pouvoir, la question de la représentation du pluralisme dans notre pays est quand même relativement posée de façon régulière. Donc ça m'inquiète beaucoup. Et je pense que ça inquiète aussi les grands électeurs pour ce qui nous concerne comme sénateurs dans notre pays. Une démocratie a besoin de l'expression de tout le pluralisme. Donc les 15%, c'est bien, ce n'est pas suffisant, et le 5%, ce n'est pas acceptable. Comme Malhuret, on sait aussi que Philippe Bas, le président de la Commission des lois, souhaitait constitutionnaliser l'ancrage départemental comme circonscription de référence électorale pour l'élection des sénateurs. Ce n'est pas retenu dans le projet présenté par le gouvernement. Est-ce que vous avez des inquiétudes? Est-ce qu'un nouveau gouvernement élu pourrait revenir sur ce périmètre? Ça ne me paraît pas le sujet essentiel du débat et le sujet essentiel du conflit. Si ça n'est pas dans la loi, mais si nous avons satisfaction sur les points qui sont aujourd'hui les points de désaccord, moi je n'en fais pas une ligne rouge. Nous savons maintenant que nous avons tous les textes, que nous avons une majorité de points sur lesquels nous sommes d'accord, je ne reviens pas dessus, et que nous avons 4 points durs. Maintenant, l'avantage, c'est qu'on les connaît. C'est les 30%, parce que ça veut dire... Bien sûr, on garde un député et un sénateur par département. Ça veut dire qu'il y a 50 départements dans ces cas, si on va à 30%, qui n'ont plus qu'un sénateur. Et chacun d'entre nous voit ce que ça veut dire dans le cadre de la représentation. Donc là, il y a le premier point de désaccord. Et puis les trois sujets que j'ai cités tout à l'heure, la navette, l'ordre du jour et puis le droit d'amendement. Nous savons maintenant qu'il reste 4 points à discuter. Ce texte est ce qu'il est. Une partie est acceptable, une partie est perfectible. Moi, mon sentiment, c'est que c'est pas... D'autant plus que ces 4 points reste le point sur l'élection. Mais de toute façon, il n'y a pas de sujet qui constitutionnellement soit aujourd'hui testé sur l'élection. Le renouvellement intégral en 21, le renouvellement tel quel 23, le renouvellement 22-23, tout ça pose des problèmes constitutionnels. Donc c'est un sujet purement conjoncturel, ça n'aura lieu qu'une fois, il faudra se mettre d'accord là-dessus. Mais sur les autres points, voilà, on sait aujourd'hui exactement quel est le cadre de la négociation.
J'ajoute que sur les 4 points sur lesquels nous sommes en accord, sauf le premier, ça ne fait pas partie des engagements de campagne du président. La navette, l'ordre du jour et tout, il n'a pas parlé de ça dans la modernisation de la vie publique. Donc je pense, et d'ailleurs c'est ce qu'a indiqué le Premier ministre, qu'on peut discuter dessus. J'espère, donc aujourd'hui, voilà, le paysage est là, et j'espère que la sagesse va l'emporter et qu'on pourra discuter sur ces points qui restent en suspens. Éric Kerrouche, sur cette question du département comme circonscription de référence pour l'élection des sénateurs, c'est important, il faut le graver dans le texte de 58 ? Je pense que c'est important parce que la représentation des sénateurs est incompatible avec un passage à l'échelon régional. Mais quand même, plus fondamentalement, vous dire qu'il y a des choses qui sont affichées par la réforme, et en fait, on va exactement à l'inverse. Parce que je ne veux pas rentrer dans un débat technique, mais choisir pour la dose de proportionnelle, la proportionnelle à la plus forte moyenne, avec un seuil de 5%, c'est faire en sorte d'être le moins représentatif possible pour les plus petits. C'est le pire des systèmes pour les plus petites formations politiques. Dans le même temps, on réduit la proportionnalité du Sénat. Donc, on nous dit, non, on est là pour mieux représenter les choses, et ça va avoir l'effet exactement inverse. Et c'est toujours le sentiment qu'on a avec Emmanuel Macron. On a quelque chose d'affiché, et puis après, on a ce qui se passe, qui est complètement différent. Et ça, c'est un vrai problème. Alors, Gérard Collomb, ce matin, le ministre de l'Intérieur est également revenu sur la limitation du cumul dans le temps, et il a bon espoir que ce soit adopté par le Parlement. On l'écoute. Comme pour toute loi, il ne peut pas y avoir d'effet évidemment rétroactif. Donc c'est à partir du moment où nous publions cette loi qu'elle peut effectivement s'appliquer. Mais c'est quand même un renouvellement fort de la vie politique que d'aucuns d'ailleurs trouveront trop fort. Et donc, il s'agissait à la fois de trouver un équilibre et en même temps de répondre aux règles constitutionnelles, puisqu'on aurait pu, s'il y avait effectivement cet effet de rétroactivité, tomber sur le coup d'une décision du Conseil constitutionnel. Agnès Canayer, c'est vrai que la limitation du cumul dans le temps, ça ne va pas s'appliquer tout de suite. Ça a été rappelé par le ministre de l'Intérieur. Là, ça ne fait pas partie des lignes rouges fixées par Gérard Larcher. On sait qu'il y a des exceptions qui ont été faites, notamment pour les maires des communes de moins de 9000 habitants. Oui, je pense que sur cette limitation du nombre de mandats dans le temps, il y avait aussi des points incontournables sur lesquels Gérard Larcher s'est défendu, notamment pour les petites communes et les maires. On sait aujourd'hui, et nous sénateurs particulièrement, puisque ce sont nos grands électeurs, que retrouver des maires dans certaines communes, c'est véritablement compliqué, que le renouvellement est difficile, et donc qu'il faut plutôt encourager que porter des freins. La limitation du cumul dans le temps, pour moi, limitée à 3 mandats et une manière non rétroactive, me paraît tout à fait satisfaisant. C'est vrai qu'il faut aussi du renouvellement dans la vie politique. Sur ce point-là, moi, ça me paraît être une bonne mesure. Reste maintenant à s'assurer que ce renouvellement se fera réellement et que ça permettra à la fois de ne pas jouer avec les mandats, mais bien de garantir le dynamisme de notre vie politique et le renouvellement dont nous avons besoin. Éliane Assassi, on va éviter ainsi la professionnalisation excessive de la vie politique. J'ai des doutes sur le sujet. En tout cas, moi, je pense que c'est une proposition qui peut effectivement permettre un rajeunissement, une féminisation, un renouvellement globalement de diverses institutions, dont le Sénat. Donc de ce point de vue-là, ça peut être effectivement une bonne mesure. Après, je pense qu'il ne faut pas se leurrer. C'est 3 mandats consécutifs du même mandat. Des mandats identiques. Un mandat identique. Donc ce qui pourrait dire qu'un député pourrait être député 3 mandats, puis ensuite sénateur 3 mandats, ça le mènerait loin, je vous l'accorde, mais voilà, c'est une possibilité qui est offerte. Moi, je pense que cette proposition, qui pourrait être une bonne proposition, est pour l'instant une proposition d'affichage. C'est-à-dire qu'on n'en sent pas les vraies motivations politiques et cette exigence, effectivement, de renouvellement de la classe politique, de son rajeunissement et de sa féminisation.
Il a un petit peu reculé, Emmanuel Macron, sur ce point, Claude Malhuret, selon vous? Oui, une proposition d'affichage d'autant plus que, comme vous le savez, elle s'appliquera pour la première fois, en définitive, en 2032 pour les députés, ou 2033 pour les sénateurs, et pareil pour les maires. Donc, d'ici là, de l'eau aura coulé sous les ponts. Il y aura d'autres réformes de la Constitution qui seront passées. Donc, c'est effectivement une question d'affichage. Mais après tout, cette question d'affichage, le mot affichage n'est pas obligatoirement péjoratif. Si on veut renouveler la vie politique, ça passe aussi par des symboles, et donc le fait de ne pas garder les droits. Donc voilà, ce ne sera pas une ligne rouge, je crois, pour le Sénat. Néanmoins, vous avez utilisé le mot de professionnalisation, avec le terme que les Français reprochent, la professionnalisation. Moi, je ne parlerai pas de professionnalisation. Je connais peu de parlementaires professionnels. Il y en a un certain nombre qui font 15 ans, 20 ans de mandat, etc. Il n'y en a pas beaucoup, en définitive. Et surtout pas du même mandat. Il y en a une petite minorité. On s'est rendu compte d'ailleurs qu'il y en avait une dizaine, je crois, parmi ceux qui existaient. Sur 340, on ne peut pas parler de professionnalisation. Mais là aussi, je voudrais qu'on évite le populisme ou la démagogie par rapport aux parlementaires. Après tout, l'inexpérience, vous parlez de renouvellement, mais l'inexpérience n'est pas, à mon avis, un gage de qualité, et l'expérience n'est pas non plus un gage de nullité. Donc, je crois qu'il ne faut pas taper là-dessus sur les parlementaires. Très peu sont des professionnels de la politique, et beaucoup sont beaucoup plus proches du terrain qu'on ne le croit. Et d'ailleurs, quand les Français disent qu'il faut baisser le nombre de parlementaires, dès qu'on leur parle de leurs parlementaires à eux, parce que les parlementaires sont proches du terrain, ils disent « Ah ben non, moi je suis très bien avec mon parlementaire ». Voilà, il faut remettre les choses en place, et je ne suis pas sûr, en tout cas par rapport à beaucoup d'autres pays, je vois l'Italie en ce moment, puis d'autres pays, je ne pense pas qu'en France, même s'il y a un problème, les parlementaires français soient les plus éloignés du terrain, même si, bien entendu, le populisme existe ici aussi. Éric Kerrouche, on sait qu'Emmanuel Macron va s'exprimer d'ailleurs devant les parlementaires réunis en congrès à Versailles. Ça a été annoncé par le journal Le Monde, confirmé par l'Élysée, probablement début juillet. Vous irez à Versailles, vous irez écouter le chef de l'État? Juste un mot sur Gérard Collomb. C'est plutôt mignon que ce soit lui qui présente ça, parce que c'est vraiment... un professionnel de la politique. Un petit peu, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Donc, non, je crois qu'il faut être un peu sérieux là-dessus. Le problème, il n'est pas là. Le problème, globalement, il est sur le statut de l'élu en France, plus exactement, la capacité pour les gens d'exercer des mandats. Parce que moi, ce qui me gêne, à titre individuel, c'est tout simplement le fait que certaines catégories de la population sont désormais écartées de la vie politique. C'est vrai des ouvriers, c'est vrai des employés, c'est vrai de tous ceux qui travaillent dans le secteur privé. Et il faudrait surtout réfléchir à des moyens d'intéresser plus de nouvelles catégories de la population. C'est pas le cas, justement, cette réforme? C'est-à-dire que quand on élimine tous les pouvoirs donnés au Parlement, je ne pense pas que ça incite à se donner à cette voie. Donc ça peut être une bonne mesure, mais elle est périphérique par rapport à tout ce qu'il faut faire par ailleurs. Quant à Emmanuel Macron, il a le droit de s'exprimer devant la représentation nationale. Depuis la réforme de 2008. Depuis la réforme de 2008, il y a peut-être des moyens moins coûteux pour communiquer que de rassembler le Congrès. Pour autant, j'irai écouter probablement le président de la République. Il s'avère que le président de la République, c'est Emmanuel Macron. Mais c'est avant tout l'institution qui est respectée. Point. Agnès Canayer, sur cette réunion du Parlement en congrès à Versailles? Oui, ça devient une habitude. C'est vrai que, comme l'a dit Philippe Bas, on a l'impression que le président de la République prend un abonnement. Il ne faut pas se tromper. C'est vrai qu'on nous dit que c'est pour se soumettre au contrôle du Parlement. C'est absolument pas un contrôle. Il n'y a pas de responsabilité du chef de l'État. C'est plutôt l'occasion pour lui chaque année de nous donner sa feuille de route, de la donner aux parlementaires et de faire en sorte que cette feuille de route soit respectée par sa majorité à l'Assemblée nationale. Donc je pense que ce recours, effectivement un peu à l'image de ce qu'il fait aux États-Unis, concourt plutôt à la présidentialisation sur l'état de l'Union. Oui. Voilà, à l'image du discours sur l'état de l'Union, concourt plutôt à la présidentialisation de la fonction et de manière très descendante. Oui. Vous irez, vous, Éliane Assassi? Personnellement, je ne crois pas. Je ne suis pas allée au dernier congrès à Versailles. Je pense, mais c'est vraiment une position personnelle, je pense que je n'irai pas. Pourquoi ? D'abord, j'étais en désaccord avec cette mesure inscrite dans la Constitution de 2008. D'ailleurs, nous n'avons pas voté cette réforme.
Ensuite, le président décide comme ça, un matin, il se réveille, il dit « Oh bah tiens, je vais aller parler un jour à Versailles. Je ne ferai pas de discours du 14 juillet, mais je parlerai avant aux parlementaires à Versailles. » Dans la symbolique, ça a quand même un petit peu de sens. Et puis on ne sait pas sur quoi. Il y aura peut-être des choses à dire sur la réforme des institutions, justement. Non, mais peut-être. Mais va-t-il y avoir un débat ou serions-nous là, encore une fois, pour écouter les propos du roi et ensuite dire tout le mal que nous pensons ou tout le bien que nous pensons des propos qu'aura tenus le président de la République, qui entre-temps sera parti. Sincèrement, moi je pense qu'aujourd'hui, le président de la République, au regard de ce qui se passe dans le pays, des colères qui s'expriment de façon diverse, aurait peut-être autre chose à faire que de consacrer une journée aux parlementaires à Versailles. Claude Malhuret, sur ce point, rapidement. Je pense que c'est une question qui mérite ni excès d'honneur ni indignité. C'est après tout... ça fait plus d'un siècle que le président ne pouvait pas s'adresser, c'est pas seulement à la Ve République, tout ça venait à des circonstances politiques graves lorsque la République s'est instaurée, et du risque de coup d'État, etc. Donc aujourd'hui, on n'est bien entendu absolument pas dans cette situation. Aujourd'hui, tous les grands pays démocratiques autour de nous ont un chef de l'exécutif, soit qu'il soit Premier ministre, comme beaucoup d'endroits en Europe, soit chancelier, Premier ministre, soit président de la République comme aux États-Unis, qui s'adresse au Parlement. Que le président de la République élu par tous les Français s'adresse aux parlementaires élus par tous les Français une fois par an, ou éventuellement quand il en exprime le besoin, moi, ça me paraît plutôt aujourd'hui quelque chose je dirais pas de positif, mais de tout à fait normal. Après tout, que le président, qui est quand même aujourd'hui celui qui conduit la politique de l'État, vienne expliquer, discours de l'Union, ou faire un... Donc vous irez à Versailles, Claude Malhuret. De toute façon, ne serait-ce que, même si je n'étais pas d'accord, j'irais parce que c'est institutionnel, c'est constitutionnel, et que quand le Sénat se réunit, je viens au Sénat, et que quand le Congrès se réunit, je viens au Congrès. Bien, merci. Merci à vous, Claude Malhuret, merci Éric Kerrouche, merci Agnès Canayer, merci à vous, Éliane Assassi. Monsieur le ministre, mes chers collègues, avec un slogan qui sonne comme une publicité pour la Française des Jeux, une chance pour chacun, le président de la République a enterré le rapport Borloo. Mais la chance n'a rien à voir là-dedans. Dans mon département de Seine-Saint-Denis, un rapport parlementaire pointe que le taux de chômage, de pauvreté et de difficultés scolaires sont bien supérieurs aux moyennes nationales. On compte 2 fois moins de magistrats au tribunal d'instance d'Aubervilliers que dans un tribunal parisien équivalent. Ou encore que le moins bien doté des établissements parisiens est mieux doté que le plus doté des établissements de la Seine-Saint-Denis. Contrairement aux idées reçues, le budget alloué par l'État à ces quartiers est 30% inférieur au reste de la France. Celui de la culture y est inférieur de 300%. Les transports y sont 6 fois plus compliqués qu'ailleurs. Sans parler d'accès à la santé, au logement ou à l'emploi. Bref, tous les sas d'entrée dans la République sont défaillants. La banlieue et ses habitants sont souvent discriminés et stigmatisés. Ils sont maintenant méprisés. Pire, ils sont mis au banc de la République, car c'est toute la promesse d'égalité que vous avez enterrée. Nous avons été abasourdis par les propos du président de la République lorsqu'il a parlé de 2 mâles blancs ne vivant pas dans ces quartiers. Au-delà du mépris pour Jean-Louis Borloo, c'est nier le fait que ce rapport est issu d'une concertation avec des centaines d'élus de tous bords politiques, notamment ceux qui ont participé à l'appel de Grigny, des associations et des citoyens. Plus que leur espoir que vous avez enterré hier, c'est leur travail que vous avez nié sur le terrain. Votre politique, c'est à chaque coup un ticket gagnant pour les nantis de ce pays. Pour les autres, 15 millions de nos concitoyens vivant dans les banlieues, auxquels j'associe nos concitoyens des bassins industriels en crise, des zones rurales et une partie des outre-mer, c'est un billet perdant à chaque fois, et au grattage et au tirage. Parce que nous ne voulons pas voir inscrit libéralisme, inégalité et adversité sur le fronton de nos mairies. Ma question est simple. Allez-vous enfin faire République ou allez-vous aggraver l'apartheid territorial? Pour vous répondre, la parole est au ministre de la Cohésion des Territoires, Monsieur Jacques Mézard. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Gay. Je peux partager une bonne partie de ce que vous avez dit sur le bilan.
qui est le bilan de la République. Mais je ne peux pas partager la manière trop caricaturale de la description que vous avez faite, à la fois des propos du président de la République et des orientations qui ont été les siennes. Car vous avez parlé de l'enterrement du plan Borloo. Non, Jean-Louis Borloo lui-même s'est dit satisfait des orientations du président de la République. Et pour avoir suivi l'élaboration, avec les groupes de travail que nous avons mis en place, je peux vous dire que les constatations, le bilan de la situation sur le fait que la République n'est pas présente de la même manière sur tous les territoires, c'est une réalité. Mais c'est une réalité qui ne remonte pas au mois de juin dernier. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois ici, c'est une responsabilité collective face à laquelle ce que nos concitoyens attendent, ce ne sont pas une accumulation de plans, ce sont des actions. Des actions, il y en a déjà eu. Il y en a déjà eu sur l'école, il y en a déjà eu sur les emplois francs, il y en a eu en matière économique, il y en a eu en matière sociale, et nous allons continuer. Et ce qu'a indiqué le président de la République, en indiquant que dès le mois de juillet, un certain nombre d'opérations seraient mises en place, j'aurai l'occasion de revenir aussi sur la modification de l'ANRU, sur l'accélération des dossiers, sur les engagements, sur la simplification. Eh bien, oui, aujourd'hui, ça ne fonctionne pas très bien, mais ça ne fonctionne pas très bien l'ANRU depuis plusieurs années, et nous savons tous pourquoi. Eh bien, nous allons y mettre de l'ordre et nous allons faire avancer ce dossier avec des engagements qui ont été pris par le président de la République et qui seront mis en application d'ici la fin de l'année. Il n'y aura pas de plan Macron pour les banlieues, pas plus que de plan Borloo sèchement enterré, mais un changement de méthode, une philosophie de mobilisation générale envers les habitants des quartiers prioritaires, se traduisant par une série de mesures. Je n'en cite que quelques-unes. 15 000 places de stage pour les collégiens de 3e, la création de 30 000 places de crèche pour faciliter le travail des femmes, faciliter également la formation au niveau de la vigilance collective ou encore le recyclage du testing. C'est ce qui ressort du long monologue prononcé mardi par le président de la République. C'est un camouflet, c'est une déception sévère et amère pour les élus locaux, pour les associations de proximité, mais aussi pour les habitants à qui l'on doit redonner de l'espoir et l'envie de la France. Pour tout cela, Monsieur le Ministre, il faut avant tout rétablir l'ordre et la sécurité de manière totale et pérenne, en luttant contre l'économie souterraine et les trafics qui gangrènent le tissu social, en mettant fin aux barbaries des voyous, en mettant fin au communautarisme, en mettant fin au prosélytisme islamique. Alors, Monsieur le Ministre, quand le gouvernement va-t-il de nouveau réintégrer donc tout ce qu'il faut au niveau régalien, le champ régalien, réinvestir le champ régalien dans ces quartiers d'une façon ferme? Quand les principes de la République vont-ils pouvoir être retrouvés dans ces territoires oubliés de la République? Pour vous répondre, la parole est à Julien Denormandie, secrétaire d'État auprès du ministre de la Cohésion des Territoires. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, ça ne va pas vous étonner, mais j'ai l'impression de ne pas avoir entendu exactement le même discours il y a 3 jours. Le Président de la République commence son discours avec d'abord une parole très forte en disant que l'enjeu, il n'est pas multiple, l'enjeu il est unique, c'est de rétablir la République partout et pour tous, donner à chacun les mêmes chances et faire en sorte que cette émancipation, elle soit possible pour tout le monde, tous les jeunes, quels que soient les lieux où ils habitent. Et puis le Président de la République, pour répondre très précisément à votre question, il commence son propos par la question de la sécurité. Il rappelle que l'engagement de ce gouvernement est d'augmenter de 1300 places de fonctionnaires de police d'ici à 2020 dans 60 quartiers prioritaires. Ces images insoutenables que nous avons vues à Marseille il y a quelques jours conduira très directement à plus de 60 nouveaux renforts qui seront déployés d'ici le début de l'année prochaine. Il précise également les liens devant être faits pour lutter profondément contre les trafics de stupéfiants,
Les liens devant être faits entre police municipale et police nationale pour lutter contre la radicalisation et l'identification des éléments les plus dangereux. Il rappelle enfin que cette sécurité du quotidien, elle passe par cette société de la vigilance que beaucoup d'entre vous partagent et appellent de ses voeux. Et puis le président de la République rappelle également que cette République pour tous et partout, elle passe par l'émancipation, elle passe par la lutte contre cette discrimination insoutenable pour les jeunes de ces quartiers, par le fait qu'aujourd'hui, sous prétexte qu'en haut à gauche de votre CV, vous ayez une adresse politique de la ville, vous avez aujourd'hui entre 2 et 3 fois moins de chances d'avoir un entretien d'embauche. Mais également que cette émancipation, elle passe par des places de crèche, elle passe par le doublement des classes dans l'éducation, elle passe par près de 2 milliards d'euros investis dans la formation professionnelle pour les jeunes et les moins jeunes de ces quartiers éloignés de l'emploi. Et donc, la question au final, c'est pas est-ce qu'il y a un plan, est-ce qu'il n'y a pas de plan, est-ce qu'il y a une vision, une volonté? La réponse est clairement oui. Est-ce que nous irons jusqu'au bout? La réponse est clairement oui, nous ne lâcherons rien. Et je vous propose tout de suite d'écouter la réaction de Nicolas Hulot, le ministre de l'Environnement, qui a été interrogé juste avant la séance de questions d'actualité. On l'écoute. La France a dit que dans 3 ans, on interdisait le glyphosate. On aurait peut-être aussi acté ça parce que, mine de rien, ça a mis une sacrée pression au niveau de l'Europe. Donc c'est bien après de regarder dans le détail. Voilà. L'engagement, il est réitéré, il est confirmé. Est-ce qu'il doit... D'abord, cette loi, elle peut avoir plusieurs lectures. Donc à ce stade, ça n'y figure pas. On va regarder, il y a des discussions que j'ai notamment avec les FNSE en ce moment. Est-ce qu'on a besoin de le faire figurer dans la loi ou pas? Ça, c'est une discussion qui n'a pas été encore tranchée. Mais la seule chose que je veux confirmer, il n'y a aucun recul du gouvernement. En tout cas, moi, cet objectif, c'est le mien. Et je ferai en sorte qu'il soit maintenu. Et on retourne à la salle des conférences où nous attend Tam Tranui. À vos côtés, Tam, Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, c'est à vous. Agnès Buzyn, nous allons parler ensemble de la porte que vous ouvrez à la question du cannabis thérapeutique. Mais d'abord, je voudrais votre réaction à ce que vient de dire Nicolas Hulot à notre micro tout à l'heure. Il dit qu'il n'y a pas de changement de ligne du gouvernement sur la question du glyphosate. Le glyphosate qui est aussi une question de santé publique. Est-ce que vous confirmez que vous voulez toujours cette interdiction dans les 3 ans s'il y a bien des solutions de remplacement? Je crois que Nicolas Hulot a très bien résumé la situation. Nous allons dans une trajectoire qui est claire, qui est de supprimer toutes les substances toxiques qui sont utilisées aujourd'hui dans l'agriculture. Le glyphosate en fait partie, mais sans mettre les agriculteurs en situation d'impasse, car l'objectif n'est pas de tuer une filière économique dont nous avons besoin. Et les agriculteurs aujourd'hui en France, nous en avons besoin, nous devons les protéger. Et donc c'est trouver un compromis entre l'exigence de santé publique qui est affichée et clairement l'objectif du gouvernement, les règlements européens, et nous avons réussi ce combat sur la durée de l'utilisation qui est maintenant réduite à 3 ans, et le temps de développer des filières alternatives et de laisser les agriculteurs se retourner. Donc aucun changement de cap pour le gouvernement aujourd'hui. Est-ce que vous êtes favorable à une inscription dans la loi? C'est ce que demandent notamment bien sûr des députés de gauche à l'Assemblée nationale. Nous en discuterons, et je laisse aujourd'hui Nicolas Hulot en première ligne de ces négociations, puisqu'il en a fait son combat depuis longtemps, et je l'accompagnerai pour lui apporter les données scientifiques dont il aura besoin pour convaincre les uns et les autres du bien fondé des décisions que nous prenons. Je le disais, Agnès Buzyn, vous ouvrez donc la porte ce matin au cannabis thérapeutique, à l'usage du cannabis thérapeutique. Est-ce que la France est en retard aujourd'hui sur ce sujet ? Alors, c'est vrai que la France a peu de données aujourd'hui sur l'utilisation du cannabis thérapeutique. Un certain nombre d'études ont été publiées dans la littérature sur différentes maladies où il semblerait que le cannabis puisse avoir une action efficace pour lutter soit contre des douleurs, soit contre des raideurs. Et donc, l'idée est de ne pas fermer la porte. J'ai demandé à mes différents services et agences qui sont concernés par l'utilisation des produits à usage thérapeutique, donc pour le traitement des maladies, de me faire remonter des notes, des connaissances acquises et des
questions que nous pourrions poser aujourd'hui aux scientifiques sur cet usage. L'idée n'est vraiment pas d'en faire un débat idéologique, mais simplement de ne pas fermer la porte potentiellement à un produit qui pourrait aider certains de nos concitoyens pour des maladies sur lesquelles nous n'avons pas beaucoup aujourd'hui de propositions de médicaments à faire. Vous le disiez, c'est un sujet politiquement potentiellement compliqué, explosif, compliqué à expliquer. Vous savez, eh bien, au Sénat, vous avez déjà une voix qui vous est favorable. Peut-être que c'est inattendu, celle du président de la Commission des affaires sociales, le sénateur Les Républicains, Alain Milon. Oui, mais je pense que nous avons, avec un certain nombre de sénateurs, la même démarche qui est là, non pas une démarche idéologique du pour, du contre, et que le mot cannabis fait émerger immédiatement, mais plutôt une démarche médicale et scientifique. Alain Milon est médecin, comme moi, et nous savons bien qu'un certain nombre de maladies n'ont pas aujourd'hui de réponse à certains symptômes douloureux ou autres. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque maladie, mais donc l'idée c'est de proposer éventuellement à des patients ces traitements s'il s'avère qu'ils sont efficaces, ce que je ne sais pas aujourd'hui puisque j'ai demandé une note d'étape à mes différents services. Très rapidement, ça n'engage pas pour autant l'ouverture du débat sur la dépénalisation du cannabis récréatif, mais etc. ça n'a rien à voir. On parle d'un médicament qui serait utilisé comme une substance, qui serait évalué par les agences sanitaires et qui serait un médicament pas du tout comme on l'utilise aujourd'hui, évidemment, à usage entre guillemets récréatif, plutôt addictif en fait. Donc on n'est pas du tout dans les addictions, on n'est pas dans la dépénalisation. Il y a énormément de médicaments qui sont issus aujourd'hui de drogue et qu'on utilise comme des médicaments. L'opium, par exemple. Tous les dérivés de l'opium, les morphiniques, sont issus de drogue. Donc, pourquoi le cannabis échapperait quelque part à cette possibilité si jamais c'est utile? Et là, aujourd'hui, je n'ai aucune idée définitive sur la question.